Ni cette nuit, ni aucune autre, ni jamais, déclara ma femme. D'accord. Donc, juste pour être clair, mon temps, mon attention et mes ressources ont aussi été redirigées vers quelqu'un d'autre, répondis-je. Elle était là, les yeux rivés aux miens, et j'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Que faire lorsque les mots de la personne que vous aimez le plus commencent à détruire tout ce que vous avez construit? Je ne le savais pas encore, mais j'étais loin d'imaginer que l'histoire que j'allais vivre resterait gravée en moi à jamais. Je me souviens parfaitement du moment où ces mots sont sortis des lèvres de Jessica, ma femme depuis 6 ans. À 34 ans, jamais je n'aurais imaginé qu'elle dirait une chose pareille de façon si catégorique. Certes, ces derniers temps, tout n'était pas parfait entre nous, mais jamais je n'aurais pensé qu'elle prendrait une décision aussi radicale sur un aspect que nous avions toujours considéré comme essentiel à notre mariage. Pour donner un peu de contexte, je travaille comme responsable marketing dans une entreprise de technologie de taille moyenne, située dans le Midwest. Ce n'est pas un poste luxueux, mais il me permet d'évoluer dans ma carrière, où je suis depuis 8 ans. J'ai rencontré Jessica à l'université, lors de ma pénultième année. Elle étudiait la psychologie et moi, le management. Nous avons tout de suite accroché grâce à notre ambition commune et, après 3 ans de relation, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste, en présence d'environ 80 invités, entre amis et famille. Jessica travaille comme consultante en ressources humaines et gagne suffisamment pour que nous vivions confortablement. Il y a 4 ans, nous avons acheté une maison de 3 chambres dans un quartier paisible en périphérie de la ville. Nous n'avons pas encore eu d'enfants, car nous étions tous les deux concentrés sur nos carrières. Ce soir-là, après une journée épuisante de travail, 10 heures à gérer des clients et une présentation qui ne s'était pas déroulée comme prévu, je voulais juste rentrer chez moi, commander à manger et peut-être regarder un film avec ma femme. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Jessica était assise au comptoir de la cuisine, totalement absorbée par son téléphone, avec une intensité inhabituelle. Pendant le dîner, nous avons échangé sur notre quotidien, les potins de son travail, mes échéances, mais rien qui n'expliquait l'étrange atmosphère pesante entre nous. Une fois dans le salon, elle est restée scotchée à son téléphone, probablement en train de parcourir une page féministe sur Instagram, un sujet qui semblait beaucoup l'intéresser ces derniers temps. Je me suis approché pour embrasser son cou, un geste qui d'habitude la faisait sourire, mais cette fois, elle s'est reculée froidement. Sans même lever les yeux de son téléphone, elle a dit « Je ne suis pas d'humeur pour ça ». Puis, d'un ton monotone et définitif, elle a ajouté « Ni aujourd'hui, ni jamais ». Je n'ai pas compris tout de suite et j'ai essayé de lui demander ce qu'elle voulait dire par là, mais sa réponse m'a glacé le sang. Elle m'a regardé avec un calme presque enfantin et m'a expliqué qu'elle aimait notre vie ensemble, la maison, la routine, notre cercle social, mais qu'elle n'avait plus aucun intérêt pour l'intimité physique avec moi. Ni avec moi, ni avec aucun autre homme. Elle a ajouté qu'après avoir lu sur la manière dont la société conditionne les femmes à offrir de l'affection physique, elle avait décidé qu'elle ne voulait plus faire partie de cette obligation imposée par le système patriarcal. Et elle a dit cela comme si c'était parfaitement normal, en précisant bien que je pouvais accepter ou non. J'étais sous le choc. Comment répondre à une décision aussi unilatérale, qui remettait en question les fondements même de notre mariage, sans aucune discussion préalable? J'ai tenté d'argumenter, mais chaque mot semblait inutile face à la froideur avec laquelle elle posait ses limites. C'était comme si elle récitait un discours préparé, probablement trouvé sur un forum en ligne, justifiant sa position en expliquant que le simple fait de vouloir en discuter était déjà un signe de la supposée domination des hommes sur le corps des femmes. Ce soir-là, incapable de supporter l'idée de partager le lit avec quelqu'un qui venait de détruire ma vision de notre relation, j'ai dormi sur le canapé. Les jours suivants, notre routine est restée étrangement normale. Nous partagions nos repas, regardions la télévision, vivions sous le même toit, mais une barrière invisible s'était dressée entre nous. Pour Jessica, sa déclaration semblait être aussi anodine qu'un changement d'enseigne pour faire ses courses, alors qu'en réalité, elle venait de bouleverser les fondements de notre mariage. 3 jours plus tard, dans un ultime effort pour nous reconnecter, j'ai suggéré une thérapie de couple. J'avais fait des recherches et trouvé un thérapeute bien noté. Mais sa réponse a été un roulement des yeux accompagné d'un commentaire moqueur. « Je n'ai pas besoin de thérapie. Je ne me sentirai jamais obligé d'avoir de l'intimité juste pour répondre à des attentes sociales. » Elle a même suggéré que c'était peut-être moi qui devrais chercher de l'aide pour surmonter ma dépendance à la validation féminine. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. J'avais l'impression d'être réduit à un simple payeur de factures,
un accompagnateur pour les événements sociaux, un colocataire dans une maison où la véritable connexion avait disparu. Chaque tentative de comprendre ce qui avait mal tourné se terminait par Jessica me traitant comme si j'essayais de rationaliser quelque chose qui, pour elle, était une évidence. Un samedi matin, alors que nous étions à la maison, j'ai posé la question une fois de plus. Jessica, je respecte tes sentiments, mais j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelque chose que je peux changer? Elle a soupiré, comme si ma question était un immense fardeau, et a répondu. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça concerne mon propre chemin et mon autonomie personnelle. Elle laissait clairement entendre que ma tentative d'analyser la situation ne faisait que mettre en lumière, à ses yeux, le problème inhérent aux hommes. Alors que nous discutions, j'ai senti la frustration monter à chaque réponse. Pour Jessica, son droit sur son propre corps était plus important que ma capacité de décision, et elle justifiait cette posture en expliquant que le privilège masculin permettait aux hommes d'imposer leur volonté. Pour elle, le simple fait que j'essaie de comprendre la situation était une perpétuation du patriarcat. Les hommes ne supportent pas quand les femmes prennent leurs propres décisions, a-t-elle déclaré. La conversation s'est terminée sans aucune possibilité d'entente ni de compromis. Elle avait construit un récit où tout désaccord ne faisait que renforcer sa vision des hommes comme oppresseurs. 2 semaines après cette discussion, je me suis retrouvé assis dans ma voiture, garé devant notre maison, incapable de rassembler la force d'entrer. À l'intérieur, m'attendait une nouvelle soirée de cohabitation polie mais froide avec quelqu'un qui avait unilatéralement changé les termes de notre relation sans offrir de véritable explication. Une autre nuit à entendre que j'avais tort de désirer une connexion humaine basique au sein d'un mariage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais 2 options, continuer à vivre dans ce désert émotionnel, en espérant un changement qui ne viendrait jamais, ou rediriger mon temps, mon attention et mes ressources vers quelque chose ou quelqu'un qui me permettrait d'évoluer. En franchissant la porte ce soir-là, un plan a commencé à se dessiner dans mon esprit. Il ne s'agissait ni de vengeance, ni d'une grande confrontation. Du moins, pas immédiatement. Ce que je voulais, c'était transformer complètement l'énergie de ma vie. Si elle pouvait s'éloigner de moi sans quitter physiquement notre maison, alors moi aussi, je pouvais choisir de me distancer émotionnellement. J'ai commencé par de petits changements dans ma routine. Je me suis mis à me lever à 5h30 du matin, 1 heure avant Jessica. Ces premières heures de la journée sont devenues un moment sacré, exclusivement à moi, un espace libre de regards critiques et de commentaires agressifs. J'ai commencé à méditer pendant 20 minutes, une pratique que j'avais toujours méprisée. À ma grande surprise, ces instants de silence m'ont aidé à apaiser mon esprit des pensées obsessionnelles sur un mariage en ruine. Ensuite, j'ai intégré l'exercice physique à ma routine. J'ai commencé par des séries simples de pompes, d'abdominaux et une courte course dans le quartier. Lorsque Jessica sortait de la chambre, j'avais déjà pris ma douche, je m'étais habillé et j'avais entamé ma journée avec un nouveau sentiment de détermination. Elle a remarqué le changement. Au 3e jour, alors que je prenais mon café dans la cuisine en lisant un livre, elle a grommelé d'un ton irrité. « Pourquoi tu te lèves si tôt maintenant ?» J'ai répondu d'un ton détaché, en disant simplement que j'avais décidé de faire quelques ajustements. Je n'ai donné aucune explication, puisqu'elle n'avait jamais jugé nécessaire de m'en donner. Elle a marmonné quelque chose sur la masculinité toxique et la culture du fitness, mais j'ai décidé de l'ignorer. La 2e semaine, je me suis inscrit dans une salle de sport près de mon travail. Au lieu de rentrer directement chez moi après le bureau et de m'enfermer dans cet environnement oppressant, j'ai commencé à consacrer 1 heure de ma journée à l'entraînement. Chaque répétition semblait dissoudre un peu du ressentiment et de l'auto-apitoiement, et bientôt, j'ai commencé à imaginer un avenir où Jessica n'était plus le centre absolu de mon existence. En parallèle, j'ai renoué avec d'anciens amis que j'avais mis de côté durant mon mariage, des hommes que Jessica critiquait toujours pour être trop masculins ou problématiques. Des déjeuners simples et des cafés après le travail n'avaient pas pour but de chercher du réconfort ou de parler mal d'elle, mais simplement de reconstruire ma vie en dehors du rôle de mari d'une femme de plus en plus hostile. Ce que j'ai découvert lors de ces conversations a été révélateur, de nombreux hommes vivaient des situations similaires. Peut-être pas exactement les mêmes, mais marquées par le même schéma, des relations où leur compagne était devenue critique et distante, condamnant tout comportement masculin normal, tout en continuant d'exiger une stabilité financière et un soutien émotionnel inconditionnel. Mon ami Chris, 36 ans, souffrait avec une copine qui, après 3 ans de relation, considérait soudainement son hobby des jeux vidéo comme un problème,
alors que cela avait toujours été sa manière de se détendre. Marc, 35 ans, ne pouvait pas publier un seul message sur les réseaux sociaux sans que sa femme ne le relise et ne corrige ce qu'il disait. Lors d'une de ces conversations, Chris a lâché une phrase qui est restée gravée dans mon esprit. « Tu ne peux jamais gagner. » Et cela m'a fait réfléchir. Si les règles du jeu changeaient constamment sans que j'aie mon mot à dire dans leur création, peut-être que la seule solution était d'arrêter de jouer et, à la place, de créer mes propres règles. C'est alors que j'ai décidé de prendre le contrôle de mes finances. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé, hors de portée de Jessica. Ce n'étaient pas des sommes qui compromettaient les dépenses de la maison, mais suffisamment pour construire, petit à petit, un filet de sécurité. Cette décision m'a donné un nouveau sentiment de contrôle sur ma vie. Dans une relation où je me sentais de plus en plus impuissant, j'ai enfin commencé à reprendre le pouvoir sur mon propre destin. Un mois après avoir entamé cette transformation, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai à peine reconnu l'homme que je voyais. Les séances de sport n'avaient pas seulement sculpté mon corps, des épaules plus larges, des abdominaux définis et une posture améliorée, elles avaient aussi dissipé cette tension chronique qui m'écrasait depuis des mois. Pourtant, le changement le plus marquant était dans mon regard. Mes yeux brillaient à nouveau d'un éclat intense, une vitalité que je n'avais pas ressentie depuis cette discussion avec Jessica. Ma transformation s'est également reflétée dans mon apparence. J'ai renouvelé ma garde-robe, en choisissant des vêtements bien ajustés, sans exagération, mais qui mettaient en valeur ma nouvelle silhouette et inspiraient confiance. Lors d'un dîner entre amis, en remarquant ma chemise neuve, plusieurs ont commenté. « Tu as perdu du poids, non ?» Je me suis contenté de sourire. Je prends juste mieux soin de moi. Jessica l'a remarqué, mais a essayé de masquer son intérêt derrière des critiques. Elle n'est pas un peu serrée, cette chemise ? A-t-elle lancé, essayant d'avoir l'air détaché pendant que je me préparais à sortir. Plus tard, elle a insinué, sur un ton accusateur, que je faisais trop d'efforts, sous-entendant que je traversais une crise de la quarantaine. Je me suis contenté de sourire et de continuer mon chemin, ce qui semblait l'irriter encore plus. Sur le plan financier, bien que nous ayons des comptes séparés en plus du compte commun pour les dépenses du foyer, j'ai commencé à rediriger mes dépenses. Par exemple, le voyage coûteux pour une retraite féminine au Costa Rica, que Jessica avait suggéré pour notre anniversaire, a été remplacé par un investissement à haut rendement enregistré uniquement à mon nom. J'en ai aussi profité pour renouer avec une ancienne passion, la photographie. Jessica s'était toujours plainte du temps que j'y consacrais, et, avec le temps, j'avais fini par abandonner ce hobby. Désormais, j'ai investi dans du bon matériel, un appareil photo réflexe et quelques objectifs de qualité. Mes premiers clichés étaient maladroits, mais, grâce à des tutoriels en ligne et beaucoup de pratiques, j'ai commencé à capturer des images dont j'étais fier. Je me suis mis à sortir le week-end pour photographier les paysages au lever du soleil, lorsque la lumière est parfaite. Ces sorties sont devenues une nouvelle forme de méditation. Derrière l'objectif, j'entrais dans un état de flux, me déconnectant totalement de mes soucis. Rapidement, j'ai commencé à partager mes photos en ligne et à bâtir une petite communauté de personnes qui appréciaient ma vision. Certaines de mes images ont même été vendues sous forme d'impression sur une marketplace numérique, générant un revenu supplémentaire qui allait directement sur mon compte personnel. Une fois ma nouvelle routine bien installée, Jessica a commencé à remarquer les changements. Un samedi matin, après des semaines de ce nouveau mode de vie, elle m'a demandé, d'un ton accusateur. « Où étais-tu si tôt ?» Elle semblait agacée par le fait que je n'étais plus toujours disponible pour elle, comme avant. En rangeant mon matériel photo, j'ai répondu calmement. « Depuis quand ça t'intéresse ?» Son regard trahissait une frustration face à mon indépendance retrouvée. Maintenant que j'avais repris quelque chose qui m'avait toujours fait du bien, avais-je besoin de son approbation ? Plus maintenant. À cet instant, son expression a vacillé. Elle semblait vouloir poser une autre question, mais a hésité. Ou peut-être préférait-elle ne pas montrer d'intérêt après s'être délibérément éloignée pendant si longtemps. Le week-end précédent, elle m'avait demandé de l'aide pour quelques tâches domestiques. Mais, quand j'avais répondu que j'étais occupé, sa réaction avait été la même que d'habitude, de l'indifférence. Maintenant, elle m'accusait. « Tu disparais, tout simplement. » J'ai répondu calmement que mon téléphone fonctionnait même en montagne et que, si elle avait vraiment voulu me parler, elle aurait pu m'envoyer un message. Les choses changent, ai-je conclu. Ces mots sont restés en suspens. Pour la première fois,
j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux, une petite étincelle montrant qu'elle commençait à réaliser que ses actes avaient des conséquences inattendues. Pendant ce temps, au travail, mon nouveau focus commençait à porter ses fruits. J'abordais les projets avec une clarté et une assurance qui avaient disparu ces derniers mois, alors que mon mariage épuisait toute mon énergie. Mon patron, Rob, 45 ans, a remarqué la différence. Après que j'ai décroché un contrat important avec un client hésitant depuis des mois, il m'a appelé et m'a dit « Quoi que tu fasses, continue. Tu es dans une phase incroyable. » Ce compliment, après tant de temps à me sentir indésirable chez moi, a comblé un vide professionnel et m'a encore plus motivé. J'ai décidé d'accepter des projets impliquant des voyages, quelque chose que j'évitais auparavant pour passer plus de temps avec Jessica. Un congrès de 3 jours à Chicago. Une formation d'1 semaine à Denver. Une réunion avec des clients à Boston. Chaque voyage est devenu un souffle de liberté. Des hôtels où je pouvais me détendre sans être jugé. Des repas sans remarques désobligeantes sur mes choix. Des conversations avec des gens qui ne disséquaient pas chaque interaction à travers un prisme idéologique. Lors de mon séjour à Denver, j'ai retrouvé Tom, un ami de l'université qui s'était installé là-bas. Nous avons marché en montagne, et j'ai réussi à capturer certaines de mes meilleures photos. En les publiant en ligne, j'ai remarqué une augmentation significative de mes abonnés et, à ma grande surprise, j'ai vendu 3 impressions en une seule semaine. Tu sais, tu pourrais en faire un vrai business, a commenté Tom alors que nous nous reposions à un belvédère. Tu as un regard incroyable pour la composition. Ces paroles ont planté une graine dans mon esprit, peut-être que la photographie pouvait être plus qu'un simple refuge. Peut-être que c'était le début d'un avenir différent. 3 mois après cette redéfinition personnelle, j'ai constaté des améliorations dans presque tous les aspects de ma vie. Je dormais mieux, je me sentais mieux et je fonctionnais à un niveau bien supérieur. Sauf dans mon mariage, qui n'était plus qu'un ensemble vide d'interactions formelles et une cohabitation parallèle. L'ironie était indéniable, en m'éloignant émotionnellement, Jessica, sans le vouloir, m'avait poussé à devenir une version bien plus forte de moi-même. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait. J'avais déjà ouvert un compte séparé et commencé à y transférer 50% de mon salaire, y compris mes primes de performance. Le reste suffisait à couvrir ma part des dépenses du foyer. Je ne prévoyais pas forcément de partir immédiatement, je voulais simplement observer comment les choses allaient évoluer. Un soir, alors que je me préparais pour une sortie photo, Jessica m'a posé une question inattendue. « Tu vois quelqu'un » Son ton, chargé d'une autorité surprenante, montrait qu'elle pouvait couper toute intimité sans hésitation, mais qu'en même temps, elle exigeait un accès exclusif à mon temps. J'ai regardé mon sac photo et répondu avec sincérité. « Non ?» Elle a semblé surprise. « Pourquoi tu demandes ça ?» ai-je dit. Elle a répondu. « Tu as changé. Tu es presque jamais à la maison. » L'hypocrisie de sa préoccupation m'a presque fait rire. « Je ne fais que consacrer mon temps et mon énergie à ce qui me fait du bien, ai-je répondu, utilisant le même raisonnement clinique qu'elle employait toujours. « Ce n'est pas ce que tu as fait ?» Jessica a visiblement serré la mâchoire en réalisant que j'avais retourné sa propre logique contre elle. « Tu as pris des décisions personnelles sur ton corps et ton temps. Je trouve normal d'en faire autant, ai-je ajouté. « Tu me punis ?» a-t-elle demandé. « Pas du tout. Je m'adapte simplement à cette nouvelle réalité. Tu as fixé une limite, je la respecte. Je me contente de poser les miennes. » Face à cette réponse, elle est restée silencieuse. Sans attendre davantage, je suis parti retrouver mes amis photographes. Sur le chemin, j'ai pris conscience d'un changement fondamental. Je n'attendais plus désespérément que Jessica revoie sa position. Pour la première fois, mon bonheur ne dépendait plus d'elle. Lors de la rencontre, qui se tenait dans un parc local, nous avons pratiqué des techniques de photographie nocturne. Parmi les participants se trouvait David, un jeune homme travaillant pour un magazine local. En voyant mes photos, il a commenté. « C'est vraiment bon. On est toujours à la recherche de talents locaux pour notre rubrique nature. Ça te dirait d'envoyer ton travail ?» Avec cette simple question, une nouvelle porte s'est ouverte devant moi. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Jessica déjà couchée, probablement frustrée de ne pas avoir eu l'occasion de se plaindre de ses collègues ou des supposées oppressions patriarcales. Mais à cet instant, j'avais des choses bien plus importantes en tête. Le moment décisif est venu 6 mois plus tard, lors d'une retraite d'entreprise.
Mon équipe s'était réunie dans un complexe au bord d'un lac pour un week-end de planification stratégique et de cohésion. Après une journée productive de réunion, nous nous sommes assis autour d'un feu de camp, partageant des histoires sous les étoiles. C'est alors qu'Emma, une collègue de 29 ans arrivée dans le département marketing 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Elle était l'opposé de Jessica, chaleureuse, attentionnée et sincèrement intéressée par la vie des autres. « Tout le monde dit qu'on a de la chance de travailler avec toi », a-t-elle avoué à voix basse, presque comme un secret. « Ils disent que tu as complètement transformé la performance du département. Mais ils ont aussi remarqué ton changement personnel ces derniers mois. » Elle a hésité un instant avant d'ajouter. « Avant, on te voyait comme quelqu'un de renfermé, presque triste. Mais ça ne correspond pas à la personne que je connais aujourd'hui. » Je regardais les flammes, réfléchissant à ma réponse. « Disons que j'ai traversé des défis personnels, » répondis-je. « Et j'ai décidé de me concentrer sur ce que je peux contrôler, plutôt que sur ce que je ne peux pas. » Emma hocha la tête et sourit. « Quoi que tu aies fait, ça a marché. On dirait que tu es exactement là où tu devrais être. » Au fil de la conversation, je ressentis quelque chose de différent. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment détendu. Emma était intelligente, perspicace, et son sens de l'humour acéré ne cessait de me surprendre. Nous avons découvert que nous partagions un intérêt commun pour la photographie et la randonnée, et je pouvais voir qu'elle était sincèrement impressionnée en regardant certaines de mes dernières photos sur mon téléphone. « Ces photos sont incroyables. Tu as déjà pensé à les exposer professionnellement ?» demanda-t-elle. « En fait, je viens de commencer à vendre quelques tirages en ligne, et un magazine local pourrait bientôt les publier, » répondis-je. Cette interaction me surprit positivement. C'était réconfortant de partager cette partie de ma vie avec quelqu'un qui montrait une véritable admiration, plutôt que des critiques. La chaleur de son sourire me fit réaliser combien il était rare, ces derniers temps, que je ressente un contact humain sincère, en contraste avec les jugements froids et calculés de Jessica. Plus tard, alors que le groupe commençait à se disperser vers les cabanes, Emma m'accompagna sur le chemin et suggéra. Certains d'entre nous prévoient une randonnée au lever du soleil demain. Ce serait parfait pour capturer ces paysages que tu aimes tant. J'acceptai l'invitation. Et le lendemain matin, je me retrouvai au sommet d'une falaise avec Emma et 2 collègues, tandis que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et rosées. Je pris d'innombrables photos, bien que mon objectif semblait inévitablement se fixer sur le profil d'Emma face à ce décor majestueux. Emma représentait tout ce qui avait manqué dans ma vie, un intérêt sincère, un respect mutuel et des conversations authentiques, loin des reproches constants. Cependant, avant d'envisager quelque chose de nouveau, je devais d'abord régler ma situation avec Jessica. En rentrant chez moi le dimanche soir, je trouvai Jessica dans la cuisine en train de préparer le dîner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Son timing semblait suspect. « Comment s'est passée la retraite ?» demanda-t-elle d'un ton curieusement attentif. « Nous avons finalisé la planification stratégique du prochain trimestre, » répondis-je en posant mon sac. En voyant certaines de mes photos, elle commenta. « Ces endroits sont magnifiques, c'est vrai. » Mais après un bref échange, elle posa une question inattendue. « Cette femme sur certaines des photos, elle fait partie de ton équipe ?» Pris au dépourvu par la question, je répondis d'un ton neutre. « C'est Emma, notre nouvelle spécialiste en marketing. » Je remarquai alors un comportement territorial chez Jessica, ironiquement venant de quelqu'un qui avait rejeté mon épanouissement personnel pendant si longtemps. « Tu as pris une douzaine de photos où elle apparaît, » dit-elle, plus accusatrice qu'interrogative. « On dirait que tu lui as accordé beaucoup d'attention. » Je choisis mes mots avec soin. Elle s'est retrouvée dans le cadre pendant les activités de groupe. Pourquoi cette question? Tu as été très clair sur le fait que certains aspects de notre relation étaient terminés. Tu ne peux pas décider avec qui je passe mon temps au travail. Sans répondre, elle se retourna pour continuer à cuisiner, visiblement agacée par le fait que je ne me justifiais pas et que je ne m'excusais pas. Je suis juste curieuse de savoir qui sont tes collègues. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari interagit. C'est à cet instant que je décidai d'anticiper mon plan de départ. Ces attentes à sens unique étaient devenues insupportables. La semaine suivante, Jessica commença à agir différemment. Elle cherchait plus à discuter, me demandait comment s'était passée ma journée, proposait de regarder des séries ensemble. Elle prépara même le dîner à quelques reprises et, curieusement, évita ses discours idéologiques habituels. C'était comme si je vivais de nouveau avec la femme que j'avais épousée,
avant qu'elle ne devienne quelqu'un d'autre. Mais je savais exactement ce qui se passait. Elle essayait de reprendre le contrôle, de me ramener dans son orbite maintenant qu'elle ressentait mon éloignement. Et cette confirmation ne fit que renforcer ma détermination. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de préservation de soi. Deux éléments clés créèrent l'opportunité parfaite pour ma libération. Le premier fut que je reçus une promotion au travail, avec une augmentation de salaire significative et davantage de voyages inclus. Je gardais cette nouvelle pour moi, sans la partager avec Jessica, malgré ses efforts de plus en plus marqués pour s'immiscer dans ma routine. Le deuxième élément vint de mon réseau professionnel. J'appris que l'entreprise de Jessica était sur le point de fusionner, ce qui entraînerait des licenciements massifs, et que son secteur serait particulièrement touché. Ce n'était pas une information confidentielle, juste le genre de nouvelles qui circulent entre contacts d'affaires dans une ville de notre taille. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Depuis des mois, grâce à ces connexions, je savais que l'entreprise de Jessica prévoyait ses licenciements. D'ailleurs, j'avais aidé l'épouse d'un collègue à décrocher un emploi dans une entreprise concurrente qui recherchait exactement le profil de Jessica, 3 semaines plus tôt. J'aurais pu faire la même chose pour ma propre femme d'un simple coup de téléphone, lui garantissant au moins un entretien. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. À la place, j'ai accéléré mon plan pour sortir de cette relation. J'ai discrètement consulté un avocat, payant en espèces à partir d'un compte personnel séparé. J'ai appris tout ce qu'il fallait pour me protéger financièrement en cas de divorce et j'ai méticuleusement documenté les déclarations de Jessica sur la fin de notre intimité, ainsi que son comportement par la suite, tout ce qui pourrait m'être utile légalement. J'ai aussi découvert, à travers des commentaires informels, que Jessica me diffamait depuis longtemps auprès de ses amis et de sa famille, se faisant passer pour une victime du patriarcat et omettant commodément qu'elle était celle qui avait pris la décision unilatérale de transformer complètement notre mariage. Cela a confirmé la nécessité que mon départ soit définitif et sans retour possible. 2 semaines plus tard, l'entreprise de Jessica annonça les licenciements. Elle rentra à la maison visiblement bouleversée. Mon département pourrait être fermé le mois prochain, dit-elle, espérant de l'empathie. Elle était clairement inquiète. Mince, c'est compliqué, répondis-je avec une politesse minimale, mais sans trop de compassion. Tu trouveras une solution. Les licenciements arrivèrent encore plus vite que prévu. Le vendredi de cette même semaine, Jessica rentra en pleurs. J'ai perdu mon travail. Ils ont supprimé tout mon département. Je suis désolé, répondis-je simplement, avec une expression neutre. Quel est ton plan? Demandai-je, la prenant au dépourvu. Mon plan? Je viens de perdre mon emploi. J'ai besoin de temps pour encaisser le choc. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut, mais les obligations financières ne s'arrêtent pas. Alors dis-moi comment tu comptes continuer à contribuer aux dépenses de la maison. Elle me regarda, bouche bée. Tu es sérieux? Je traverse une crise et la première chose que tu fais, c'est me parler d'argent? Je haussai les épaules. Je suis juste pragmatique. J'ai toujours dit que nous devions contribuer de manière équitable, non? Le lendemain matin, pendant que Jessica prenait sa douche, je jouai mon dernier coup. Je transférai tout l'argent de notre compte joint vers mon compte personnel, ne laissant que de quoi éviter un solde négatif. Ensuite, je rassemblai mes affaires essentielles et tout ce qui avait de l'importance pour moi. Quand elle sortit de la salle de bain, elle me trouva dans le salon, les papiers du divorce prêts. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en regardant les documents. « Les papiers du divorce » répondis-je calmement. J'ai réalisé que je mérite mieux qu'un mariage unilatéral avec quelqu'un qui a changé les règles sans me consulter et sans aucune négociation. Son visage passa du choc à la colère, puis à l'incrédulité. « Sérieusement? Tu me quittes juste parce que je ne voulais plus coucher avec toi? C'est ça, toute cette histoire? Il s'agit de respect et de réciprocité. Tu as pris une décision qui nous affectait tous les deux, tu l'as imposée comme si elle était définitive et tu t'attendais à ce que je l'accepte sans broncher. Ce n'est pas un partenariat. » Elle lâcha un rire sarcastique. « Bien sûr. Tu vas courir vers ta petite copine du boulot. Quel cliché. Ça n'a rien à voir avec Emma ni avec qui que ce soit d'autre. Si on en est là, c'est parce que tu as détruit le pacte qui nous unissait. Au fait, ajoutai-je, j'ai transféré notre argent commun sur un compte séparé. Tu n'y auras pas accès tant qu'un accord ne sera pas trouvé. » Elle pâlit. « Quoi?
Tu n'as pas le droit de faire ça. Je viens de perdre mon travail. Comment vais-je payer mes factures? Ce n'est pas mon problème, répondis-je en imitant le ton indifférent qu'elle avait utilisé lorsqu'elle avait décidé de mettre fin à notre intimité. Tu aurais dû réfléchir aux conséquences de tes décisions unilatérales sur notre mariage. C'est de l'abus financier. Hurla-t-elle en sanglotant. J'ai besoin de cet argent pour survivre. Non. Ce sont les conséquences. Et en parlant de besoin, l'échéance du prêt immobilier est pour la semaine prochaine. J'ai calculé ta part et elle est notée dans les papiers. J'attends ton paiement à temps. La panique commença à l'envahir. Je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai plus de revenus. J'ai besoin de temps pour retrouver un travail. Tu aurais dû y penser avant de décréter qu'il n'y aurait plus d'intimité, ni maintenant, ni jamais, et avant de me traiter comme un accessoire plutôt qu'un partenaire. Tu voulais ton indépendance face aux normes patriarcales, non? Félicitations. Maintenant, tu es aussi indépendante financièrement. La semaine suivante, l'attitude de Jessica changea radicalement. Ses discours féministes disparurent, remplacés par des supplications désespérées et des propositions de renégociation. Elle mentionna une thérapie de couple, insinua qu'elle pourrait revoir sa position sur l'intimité et tenta même de me séduire un soir, chose que je rejetai immédiatement. Mon avocat me conseilla de ne pas quitter la maison pour l'instant, alors nous continuâmes à cohabiter sous le même toit, avec une tension qui ne cessait de grandir chaque jour. Les amis de Jessica ont commencé à m'appeler, disant que j'étais cruel et que je devais la soutenir dans ce moment difficile. J'ai bloqué leurs numéros, un par un. Ensuite, ses parents m'ont contacté, suggérant une rencontre pour discuter de la situation. J'ai refusé poliment, mais fermement. Votre fille a pris sa décision il y a des mois. Maintenant, je prends la mienne. Après 2 semaines de cette impasse, vivant sous le même toit, Jessica atteignit un niveau de désespoir extrême. Sans emploi, sans accès à nos fonds et avec les factures qui s'accumulaient. Une nuit, elle s'approcha de moi, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, supplia-t-elle. J'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas toute seule. » « C'est drôle que tu dises ça, répondis-je froidement. N'étais-tu pas celle qui affirmait que les femmes n'avaient pas besoin des hommes? Que le mariage était une construction patriarcale? Que l'intimité avec moi pouvait être annulée unilatéralement, sans discussion? J'avais tort, admit-elle à voix basse. Je me suis laissé emporter par ces idées sans réfléchir aux véritables conséquences. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Nous pouvons aller en thérapie, reconstruire ce que nous avions. Ce que tu voudras. Le problème, Jessica, c'est que moi, je ne veux plus. Tu m'as montré que, pour toi, une relation n'est qu'un échange où tu prends ce qui t'arrange et rejettes le reste. Maintenant que tu as besoin de moi, soudainement, tu te radoucis et reconsidères tout. Ce n'est ni de l'amour, ni un partenariat. C'est du pur opportunisme. Je me levai et pris mes clés. Demain, je pars. Les papiers du divorce sont prêts à être signés. Si tu veux les contester, je suis prêt à mener une bataille judiciaire qui épuisera le peu qu'il te reste. Si tu signes tel quel, je te ferai un unique paiement pour t'aider à démarrer ta nouvelle vie indépendante. Tu avais tout prévu depuis le début? Murmura-t-elle d'une voix éteinte. Depuis que j'ai prononcé ces mots, tu étais déjà en train de préparer ta sortie. Non, répondis-je. J'ai commencé à planifier dès l'instant où j'ai compris que, pour toi, j'étais jetable. J'ai appris quelque chose de précieux sur ma propre dignité, et pour ça, je devrais presque te remercier. Le lendemain, je rassemblai mes affaires et emménageai dans un appartement que j'avais loué en secret quelques semaines plus tôt. Jessica signa le divorce sans résistance et reçut la somme convenue. D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée vivre chez ses parents dans un autre état et ses convictions féministes ont été mises de côté, remplacées par la nécessité immédiate de réorganiser sa vie. Quant à moi, j'ai continué à construire mon avenir, progressant dans ma carrière et investissant dans mon projet de photographie. J'ai pris soin de ma santé physique et, avec le temps, j'ai entamé une véritable relation avec Emma, qui m'a montré ce que signifie un partenariat authentique, basé sur le soutien mutuel. 6 mois après l'officialisation du divorce, j'ai inauguré ma première exposition photographique dans une galerie locale. L'une des images représentait un lever de soleil capturé lors de cette retraite professionnelle, dans la même nuit où j'avais compris que je méritais mieux.
Ma plus grande victoire n'a pas été de priver Jessica de sa stabilité financière ou de lui causer du tort psychologiquement, mais de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être, sûr de lui, indépendant et déterminé à ne plus jamais accepter moins qu'une relation réciproque. En cherchant à me rabaisser, elle m'a libéré. Parfois, Jessica essaie encore de me contacter lorsqu'elle traverse des difficultés financières. Je reste minimaliste dans mes réponses, presque professionnelles, juste pour régler les éventuelles questions légales. En dehors de cela, elle ne fait plus partie de ma vie. Nos amis communs ont fini par apprendre toute l'histoire. Certains ont trouvé que j'avais été trop dur, mais ils ont compris mes raisons. Cependant, les conséquences ne sont ni justes ni injustes. Elles sont simplement le résultat naturel de nos choix. Jessica a détruit les fondations de notre mariage en pensant que la structure tiendrait malgré tout. Quand tout s'est effondré, elle n'a fait qu'expérimenter le résultat logique de ses propres actes. De cette expérience, j'ai appris que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui te traite comme un accessoire jetable est simplement d'accepter cette vision et d'avancer. Sans rancune, sans haine, mais avec la conviction inébranlable que tu vaux plus que ce que l'autre est prêt à t'offrir. Si tu lis ce témoignage et que tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre, souviens-toi, tu as le choix. Tu n'as pas à accepter des changements unilatéraux dans ton mariage. Tu n'as pas à t'effacer pour correspondre aux idées de quelqu'un d'autre. Et surtout, tu n'as besoin de la permission de personne pour commencer à bâtir la vie qui te rendra vraiment heureux. Celui qui change les règles sans toi te montre, par ses mots et ses actes, à quel point il valorise ta présence. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire soulève des questions très intéressantes sur la réciprocité, le respect et les conséquences dans une relation. Peu importe de quel côté vous vous situez, il est indéniable que des décisions unilatérales peuvent avoir un impact profond et irréversible. Le protagoniste a choisi de ne pas se résigner à une situation qui ne le rendait pas heureux et a repris le contrôle de son destin. Qu'en pensez-vous ? A-t-il agi de manière juste ou a-t-il été trop dur ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu ? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.